Bonjour à tous et à toutes et bienvenue comme chaque année dans mes vidéos bilan de l'année où je fais justement mon bilan de mon année cinéma de l'année passée. Et donc cette fois-ci, après avoir fait le top des pires films de l'année 2023 et le top des meilleurs films, on se retrouve encore une fois, cette fois-ci, pour ma vidéo de récapitulation où je vais parler de tous les films que j'ai vus en 2023 mais dont je n'ai pas parlé jusque-là. Histoire de vous donner une idée de ce que j'ai pensé de cette année cinéma et que vous puissiez voir tous les films que j'ai vus cette année et qu'est-ce que j'en ai pensé. Bon alors voilà, c'est ça la petite surprise dont je parlais dans ma première vidéo, dans mon top des pires films, c'est que cette vidéo récapitulation sera en deux parties, parce qu'il y a beaucoup de films et il y a plusieurs films où j'ai beaucoup de choses à dire, et si je parle de tous ces films-là, donc il y en a beaucoup cette année, ça risque de faire une vidéo de 50 minutes, 1 heure, voire même plus. Et déjà que ma vidéo de mon top des pires films est assez longue, et celle des meilleurs films aussi risque d'être longue, voilà, celle-là aussi où il y a beaucoup plus de films, j'ai pas envie de me retrouver avec une vidéo de 1 heure ou 1h10. Je pense pas que je suis encore prêt pour ça, surtout que déjà, même une vidéo de 30 minutes, c'est très long, même une vidéo de plus de 20 minutes, c'est assez long à monter et à charger, donc des vidéos de 40 minutes, voire même 1 heure, ça va être très très long à monter pour moi, et honnêtement sur ma chaîne j'ai pas assez d'abonnés je pense pour pouvoir sortir des grosses vidéos comme ça, donc je préfère poster deux vidéos en deux parties avec je sais pas, genre 20-25 films dans chacune, je sais pas combien il y aura combien de films au total, je verrai ça en montage, mais je préfère plutôt faire deux parties plutôt qu'une énorme vidéo de 1 heure ou 1h10, parce que là vu tous les films dont j'ai à parler, je sens que je vais parler pendant un moment, voilà. Alors comme d'hab, juste avant de commencer ma vidéo, un petit florilège de tous les films qui sont sortis en 2023 mais que je n'ai pas vus, soit parce que je n'ai pas eu le temps ou soit parce que je n'avais pas envie. Alors déjà, je n'ai pas eu le temps de voir Vision, le nouveau film du mec qui avait fait Boîte Noire. Je n'ai pas vu La Petite Sirène, voilà, parce que c'est autant les autres Maléfique 2 où ça m'intéressait parce que c'est pas la même histoire, et Aladdin ça m'intéressait parce que Guy Ritchie. Autant La Petite Sirène, ça m'intéressait pas du tout. Et c'est quand même ouf aussi de voir que sur internet, les gens ne font pas du tout la différence entre une actrice noire et une actrice métisse, voilà. Parce que tout le monde a dit « Oh là là, horrible, n'importe quoi, la petite sirène noire, elle est métisse. » Mais bon voilà, c'est pas grave. Je n'ai pas vu The First Slam Dunk, voilà, un film donc d'animation sur le fameux manga. Je n'ai pas vu Marcel le coquillage avec ses chaussures, hein, c'est un dessin animé dont beaucoup de gens parlaient, mais moi ça m'intéressait pas trop. J'ai pas non plus vu Wish, Achat, le dernier Disney, parce que je m'en fous complètement, ça m'intéresse pas. Je n'ai pas vu Renfield, Omar la fraise, Les Chevaliers du Zodiaque. Voilà, tout ça. Je n'ai pas vu non plus Le Voyage de Déméter. Je n'ai pas vu Evil Dead Rise, Inside, La Donne 2, en même temps le premier était tellement nul. Je n'ai pas vu L'Exorciste Dévotion, L'Abbé Pierre ou La Passion de Dodin Bouffant. Et je n'ai pas vu La Tresse, et je n'ai pas vu non plus des gros films de la fin de l'année dernière, Wonka. En attendant, Wonka, c'est un film qui veut emmerder le film de 2005 que moi j'adore et dont je suis fan, et qui veut entièrement faire hommage au film de 71, donc que j'ai pas vu, donc c'est clairement un film qui me veut pas dans la salle, puisque c'est un film pour les fans de celui de 71 et pour emmerder celui de 2005, donc de Tim Burton, donc pourquoi j'irai le voir en fait, qui est fait pour ceux qui sont fans de celui de 1971 mais pas pour moi, donc je vois pas pourquoi j'irai voir un film pareil qui m'emmerde, quoi, voilà, donc voilà, je peux aller le voir au cinéma, peut-être en des DVD streaming ou sur la télé, mais non, pas au cinéma. Parce que de toute façon, il est pas fait pour moi, même le réalisateur le dit, il préfère celui de 71. Voilà. Et d'ailleurs, en repensant à Wonka, ça m'a rappelé un truc, c'est les Américains, eux, sont très matrixés justement dans leur cause du film Charlie et la chocolaterie de 71, et ils sont persuadés que c'est le seul et unique Charlie et la chocolaterie qui doit exister. Du coup, quand Tim Burton a fait celui de 2005, ça les a énervés parce que c'était pas pareil, alors que c'est une nouvelle adaptation du livre. Et Tim Burton aurait dû faire quoi? Il aurait dû refaire exactement le même film que celui de 71 avec les mêmes chansons et tout, mais enfin bon bref. Mais au lieu que dans ce film Wonka, au lieu de vouloir justement diviser le public comme ça en reprenant, en faisant absolument du fanservice de suite de 71, ils auraient pu, moi ce que j'aurais fait, c'est faire une nouvelle adaptation de Charlie et la chocolaterie, une nouvelle version de Willy Wonka, une nouvelle vision, tout simplement. Ou alors ils auraient pu adapter la suite
Parce que oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais Charlie et la chocolaterie, c'est un livre écrit par Roald Dahl à la base, mais Roald Dahl, justement, a écrit une suite à Charlie et la chocolaterie qui s'appelle Charlie et le grand ascenseur de verre. C'est la suite directe de l'histoire, et qui n'a jamais été adaptée en film, depuis le premier en 71, donc il y a 52 ans, et quitte à faire une nouvelle version de Charlie et la chocolaterie de Willy Wonka, ils auraient pu justement aller plus loin, et adapter la suite, plutôt que de vouloir toujours revenir dans le passé par nostalgie et vouloir emmerder le film de 2005, hein, voilà. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais fait, adapter une nouvelle version ou adapter le nouveau livre, tout bêtement. Et ça va être très drôle parce que nous commençons l'année avec un film de survival français qui s'appelle tout bêtement Les Survivants, que j'ai vu au tout début de l'année, c'est un des premiers films que j'ai vu en janvier, et c'était très simple mais très sympa. Ensuite, Tirailleurs, un film de guerre, là aussi français, avec Omar Sy en premier rôle, c'était le gros argument de vente du film. Et j'ai trouvé le film sympathique, ça passait sans plus, tu vois, genre bon voilà, c'est censé être un film de guerre. Bon, les scènes de guerre, il y en a 2 et elles sont... je les ai trouvées assez bof, hein, puisque c'est... Quand il y a des scènes de bataille dans les tranchées, c'est tout gris, tu vois quasiment rien, la caméra elle tremble tout le temps et elle est toujours filmée près du sol et vers le sol, donc justement c'est pour pas montrer l'horizon et donc pas montrer que leur décor est pas très grand et qu'ils n'ont pas eu beaucoup de budget, donc ça réduit l'impact de la scène, hein, alors que comme je l'avais dit dans une de mes toutes premières critiques au début de l'année, la guerre des Lulus, qui se déroule aussi durant la Première Guerre mondiale, eux ils avaient fait plus d'efforts et ça rendait beaucoup mieux en termes de mise en scène et de grandiose. Là, Tirailleurs, j'ai trouvé que c'était, en termes de grandiose et tout, de scènes de guerre, de bataille, c'était un peu moins bien. Et tout le film se déroule dans un village, donc c'est pas mauvais, mais je sais pas, genre ça passe juste, mais c'est tout, tu vois, alors, sans plus. Ensuite, Les Rascals, un autre film français d'époque, hein, j'en ai vu beaucoup au début de l'année, un film français qui se déroule dans les années 80 et qui raconte l'histoire de Lascar, quoi, voilà, de Rascal, voilà, c'est ça leur nom. Et c'était plutôt sympathique, voilà, j'ai apprécié le moment sans plus. Après Babylone, le gros film du début de l'année, voilà, c'est le nouveau film de Damien Chazelle qui avait fait La La Land, que j'aime bien, Whiplash aussi, que j'aime bien, et First Man, que j'ai toujours pas vu parce que ça m'intéresse pas. Et Babylone, j'ai trouvé le film très bien, c'était très bien fait, mais après, personnellement, honnêtement, ça m'a pas beaucoup touché, parce qu'en fait, le film Babylone, il est surtout là pour montrer Hollywood, le Hollywood de l'époque et son évolution, et au final, du coup, les personnages sont assez oubliables, tu vois, alors c'est le sujet principal du film, c'est Hollywood et son évolution, et pas les personnages, tu vois, les personnages sont là parce que il faut bien des personnages, et ils sont là pour te montrer l'évolution de ce Hollywood, quoi, pour montrer des gens qui le vivent quand même, quoi, parce que on peut pas montrer l'évolution des trucs sans genre, donc les personnages sont là pour ça, mais au final le film est là pour Hollywood, pour montrer Hollywood et pas forcément les personnages, leurs émotions et tout. Enfin, malgré si on les montre quand même un petit peu, mais c'est pas eux le centre du film. Le centre du film c'est Hollywood, donc au final j'ai pas été très attaché à ces personnages-là, et au final j'ai pas été très attaché au film, tu vois, même s'il était très bien fait. Surtout que les personnages, au final, ils ont chacun leur carrière de leur côté, donc on les voit presque jamais interagir ensemble, tu vois, et on les voit interagir ensemble au début, à la fête, et tout à la fin, mais sinon, pendant tout le milieu du film, ils ont chacun leur carrière, du coup, séparés, du coup, on les voit pas ensemble, du coup, on voit, je sais pas, genre, je vois pas très bien l'alchimie, quoi, on voit même pas leur alchimie du tout, en fait, c'est ça le truc, donc, du coup, à la fin, quand t'as la scène où t'as le mec là, Manny, qui dit à Nelly qu'il l'aime et tout, c'est genre... C'est sympa, hein, mais on les a pas vus, ils se sont pas parlé pendant tout le film, hein, donc tout le film, toute leur carrière, c'est genre 10-15 ans, peut-être 10-12 ans en fait, donc du coup, personnellement, j'ai pas été impacté, j'ai pas ressenti l'émotion dans ces scènes-là, donc c'est pour ça aussi qui fait que le film, je le trouve vraiment bien fait, mais personnellement, j'ai pas été touché, voilà, donc malheureusement, je m'en fiche un peu du film, hein, même s'il est vraiment bien fait. Faudrait que je le revoie sans doute, parce que je l'ai vu qu'une seule fois, il y a 1 an du coup, au début de l'année, mais ouais, non, voilà, sur le coup des souvenirs que j'en ai, c'est très bien, mais ça m'a pas touché. Voilà. Ensuite, Youssouf Salem a du succès, une petite comédie française que j'ai vue, voilà, pour tester, pour voir, et c'était plutôt sympathique, hein, c'était sympa, c'était cool.
Ensuite, La famille Asada, un film japonais qui est tiré d'une histoire vraie, donc c'est un photographe qui a beaucoup aidé à retrouver des gens grâce à des photos durant le tremblement de terre de mars 2011 au Japon. Et le film était très sympathique, très amusant. Après, je trouve que le film a un gros ventre mou, notamment au bout de 1 heure de film. C'est à partir du moment où justement il y a le tremblement de terre et il se met à retrouver les photos pour aider les gens. C'est à partir de ce moment-là, le film ralentit vraiment, il y a plus de musique, il n'y a plus de rythme, le montage est vraiment lent et là au final je commençais un peu à m'ennuyer, je commençais vraiment à trouver le temps long et c'est vraiment ça, au bout de à peu près la moitié du film, il y a vraiment un gros ventre mou et j'ai un peu du mal à tenir. Ensuite, et là c'est très particulier puisqu'on va parler d'un film indien, voilà, qui est sorti au cinéma l'année dernière, et c'est très particulier parce que en fait, vous savez, l'année dernière il y a eu un gros film indien qui est sorti qui s'appelle RRR ou Triple R, dont j'ai parlé l'année dernière, qui est dans mon top, qui était vraiment très cool. Et en fait c'est un film dont beaucoup de gens ont parlé l'année dernière parce que beaucoup de gens ont dit que c'était incroyable, que c'était très cool et tout. Et beaucoup de gens et aussi le truc particulier, c'est que beaucoup de gens n'ont pas pu le voir à l'époque au cinéma parce que en fait le truc que je me suis rendu compte en regardant un peu le box-office de la France, c'est que en fait les films indiens, c'est pas si exceptionnel que ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le film RRR l'année dernière, comme je l'ai dit, je l'avais vu en salle. Et en fait, c'est assez récurrent de voir des films indiens distribués dans des salles de cinéma en France, tu vois. Genre, ils sont très peu distribués, mais ça arrive en fait, très souvent en fait, depuis longtemps. Genre, par exemple, l'année dernière aussi, en 2022, il y avait un autre film indien qui est sorti, qui s'appelle Ponniyin Selvan, tu vois, je me souviens plus droit du nom, mais je crois qu'il s'appelle comme ça. Il est sorti en 2022 ou en 2023, et là aussi celui-là il est sorti au cinéma, mais bizarrement personne n'en a parlé. C'est toujours comme ça les films indiens, ils sortent dans 2-3 salles en France et ils font genre 800 ou 3000 entrées, tu vois, pas beaucoup, et personne n'en parle jamais. Mais par contre, RRR en 2022, ça, tout le monde en a parlé et j'ai pas compris pourquoi. Parce que le film il n'a pas non plus fait plus d'entrées que les autres films indiens, hein. Et d'ailleurs, justement, Triple R, c'est un film de réalisateur indien qui s'appelle S.S. Rajamouli, et qui avait réalisé déjà 2 autres films qui sont extrêmement connus, qui s'appellent La légende de Bahubali, partie 1 et partie 2. Et ces 2 films, La légende de Bahubali, ils ont été diffusés en France, en salle, à l'époque, quoi, en 2016 et en 2017, mais à l'époque, personne n'en a parlé. Et c'est toujours comme ça, à chaque fois qu'il y a des films indiens qui sortent en salle en France, personne n'en parle, sauf pour Triple R en 2022. Et j'ai pas du tout compris pourquoi. J'ai pas du tout compris pourquoi ce film-là indien, on en a parlé, et pourquoi tous les autres films indiens qui sont sortis avant, notamment ceux du même réalisateur, on n'en a jamais parlé non plus, c'est très bizarre. Et j'avais compris aussi pourquoi, pourquoi on a parlé de ce film en 2022, et pourquoi on n'a pas parlé des autres films indiens qui sont sortis aussi en salle en 2023. Parce que oui, pour le coup, je vais parler de 2 films indiens, pour le coup, 2 films indiens que j'aurais pu voir en salle cette année. Et le premier, c'est Pathan, que j'ai vu au Gaumont Stade de France. Donc voilà, les films indiens sortent plus dans les salles Gaumont-Pâté, pas dans les salles UGC ou MK2, mais plus dans les salles Gaumont-Pâté. Ils ont très peu de séances, puisque c'est des films aussi qui durent genre 2h30 ou 3h. Mais ils sortent en salle, et c'est assez étonnant d'en voir de voir personne en parler, alors que ils sont quand même assez diffusés, tu vois. Donc Pathan que j'ai vu, c'est un film que j'ai découvert l'année dernière, et c'est un film très particulier parce que Pathan, ça fait partie d'un univers cinématographique indien. Ouais, il n'y a pas que aux États-Unis et Marvel, c'est en Inde aussi. Ils ont leur univers cinématographique, et c'est un univers cinématographique d'espions qui s'appelle le Spy Universe. Et Pathan, j'ai pas vu tous les films de cet univers, pour l'instant j'en ai vu que 2. Je crois qu'il y en a 5 en tout, je crois, ou 4 ou 5. Mais celui-là, c'est le premier que j'ai vu. Et il était plutôt pas mal, hein, il marchait vraiment bien, c'est de l'action fun décomplexée comme dans tous les films indiens, et l'action est vraiment dantesque, elle marche très bien, elle est assez impressionnante, et elle est vraiment très très cool. Et pour ceux qui sont un peu rebutés par les films indiens parce qu'il y a souvent des chansons et des danses, moi ça me dérange pas, hein, moi j'adore ça, mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, là autant vous le dire, Pathan, dans ce film-là, il n'y a qu'une seule chanson au milieu du film, c'est tout. Sinon tout le reste c'est de l'action et de l'histoire, donc voilà. Allez le voir si ça vous dit. Après, Knock at the Cabin, le nouveau film de M. Night Shyamalan, j'adore beaucoup Shyamalan, hein, j'ai tous ces films qui sont là-bas du coup, et on a aussi pris Old aussi, dernièrement, voilà, le film qui est sorti il y a 2 ans, et justement Knock at the Cabin,
C'était très sympa, hein, ça marchait très bien de la part de Shyamalan, mais je sais pas, genre, je trouve le film peut-être un petit peu trop simple dans sa mise en scène, dans ses effets, dans son concept, tu vois. Genre, je trouvais déjà que Old, c'était très cool, hein, mais je trouvais déjà un petit peu moins bien que Glass ou Split. Et là, Knock at the Cabin, bah, c'est encore ça, je trouve aussi un petit peu moins bien que Old. Enfin, c'est toujours très cool, mais je trouve les concepts moins grandioses, la mise en scène moins grandiose, moins fascinante. Tu vois, genre, c'est des films plus petits, mais je trouve déjà que c'est un petit peu moins intéressant que Old, qui était lui aussi un petit peu moins intéressant que le reste. Tu vois. Bon, après, au final, j'irai quand même toujours voir les films de Shyamalan, hein, parce que ça reste pas mauvais. Hein. Old et aussi Knock at the Cabin, hein, ça reste pas mauvais du tout. Je trouvais ça très bon. Et bah, j'irai quand même voir son nouveau film qui sort cette année en 2024. Hein, il en a déjà fait un nouveau et j'irai le voir évidemment avec plaisir. Zodi et Taïu, frères du désert, un film pour enfants français justement qui est un peu original puisque bah, là ça concerne justement un enfant dans le désert qui va se lier d'amitié avec un chameau, non un dromadaire, puisqu'il a une bosse je crois, c'est un dromadaire, donc voilà, c'est des films pour enfants où un enfant rencontre un animal, sauf que là c'est un dromadaire et tout est filmé dans le désert et j'ai trouvé le film plutôt attachant, ça marche vraiment bien et c'est assez... c'est différent de ce qu'on peut voir de la part de films français, puisque bah, le film, pour le coup, est vraiment tourné dans le désert, il y a du budget, il y a des trucs impressionnants, et c'est assez étonnant, je trouve, et ça marche bien. Après, The Fabelmans, le nouveau film, enfin le dernier film de Steven Spielberg, mais qui est sorti l'année dernière, donc en 2022. Enfin, il est sorti en décembre 2022 aux États-Unis, mais en France, il est sorti en début de l'année 2023, en février ou en mars, et je suis un immense fan de cet immense... réalisateur qui est Steven Spielberg, et donc je suis forcément allé voir son nouveau film. Et oui, The Fabelmans, c'était un drame très intéressant, très passionnant, hein. C'est très intéressant, très attachant, hein. On prend vraiment beaucoup de plaisir à suivre son périple et les mésaventures de sa famille, et lui, et on découvre aussi petit à petit sa passion pour le cinéma qui grandit, tous les petits films qu'il fait jusqu'à une scène qui m'a beaucoup marqué où il a filmé durant un voyage scolaire à la plage, il a filmé la grosse brute de leur lycée, quoi, et il a filmé d'une certaine manière qui rend assez inconfortable le mec. Ouais, c'était quand même une réaction assez surprenante, et juste cette scène, ça m'a marqué, quoi. Ça montre la capacité du cinéma à justement embellir ou changer la réalité, et ça montre que bah, même quand on filme la réalité, bah, la manière de la filmer, bah, ça la change et tout, et donc sa réaction, c'est, mine de rien, juste ça m'a quand même marqué. Après Creed 3, le dernier film Creed, réalisé cette fois-ci par... Michael B. Jordan, que j'ai trouvé très très cool, hein, et apparemment Michael B. Jordan est très fan d'animé. Je le savais pas en allant voir le film, hein. J'ai regardé après des interviews et des articles où il en a parlé, mais même sans le savoir, tu le vois dans le film, parce qu'il y a notamment, genre, il y a un plan, t'as Michael B. Jordan et donc Creed, et donc son ami Damien qui se donnent tous les deux un coup de poing en même temps, et la manière dont ils se donnent un coup de poing mutuel et tout, genre, tu vois ce plan, tu te dis non, ça c'est un plan d'animé. Tu vois, genre, typiquement la mise en scène, la façon dont c'est cadré, ça c'est un truc d'animé japonais, donc même sans avoir su, juste en voyant ça, tu te dis ah ouais, non, là tu sens l'inspiration animée, il est fan d'animé. Et j'ai trouvé ça très cool justement parce que ça renouvelle encore une fois la mise en scène des combats dans les films Creed, et notamment tout le combat de fin très onirique, moi j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, Empire of Light, ça aussi c'est un film sorti en 2022, donc pas aux Oscars, mais qui est sorti chez nous en 2023. C'est le nouveau film de Sam Mendes, donc qui avait fait les James Bond là, Skyfall, les Spectres, et aussi son dernier film 1917. Parce que malgré le fait que le film c'est un drame sur une tranche de vie, sur deux personnages qui se croisent dans un cinéma, bah malgré tout, le film reste quand même super cool. Tu restes vraiment dans le film, tu restes accroché au personnage et à l'histoire, parce que bah, la mise en scène, l'émotion du film, bah, elle arrive à te capter, à te faire rester dans le film, malgré le fait que bah, le film n'est pas ultra grandiloquent, tu vois, mais juste avec sa mise en scène, en travaillant sur ça, sur des petites scènes de vie quotidienne, sur l'émotion, les personnages, bah, juste avec ça, tu restes dans le film et ça reste fascinant, tu vois, malgré le fait que ce soit pas de l'action. Donc rien que pour ça, les Américains, ils ont vraiment du talent, ils savent faire ça, contrairement aux Français où c'est pas toujours le cas. Ensuite, Mon Crime, un film français d'époque de François Ozon. J'ai pas vu beaucoup de ses films, mais j'ai juste vu Grâce à Dieu en 2019, mais sinon j'ai pas vu ces derniers qu'il a sortis en 2021-2022, je crois. Et là, je suis allé voir Mon Crime parce que bah, ça avait l'air un peu amusant, un peu drôle, un peu décalé, tu vois. Et oui, c'est le cas. Je sais pas si c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre, mais en tout cas, il y a un côté très
théâtrale dans le film, que ce soit dans les événements, dans la mise en scène et dans le jeu des acteurs. Et ouais, j'ai trouvé le film qui marchait plutôt bien, c'était très amusant, tu vois, c'était cool, et ouais, non, c'est juste amusant, drôle, décalé, et ça passait bien, moi j'ai bien aimé. Ensuite, Ouria, c'est aussi un film français, c'est le nouveau film de Mounia Medour qui avait réalisé Papicha il y a 3-4 ans, que j'avais vu au cinéma mais dont j'avais oublié de parler à l'époque. Et donc là, à Papicha j'avais adoré, c'était vraiment cool. Et donc là il revient avec Ouria, avec la même actrice de Papicha, donc Lina Koudry. Et j'ai beaucoup moins aimé ce film, Ouria, parce que contrairement à Papicha, il n'y a pas trop de narration dans ce film. Il n'y a pas trop d'enjeux, il n'y a pas trop d'objectifs ou de buts. Parce que tout le truc du film, c'est Ouria, c'est que c'est une danseuse qui a un grave accident et du coup elle peut plus danser et elle peut plus parler aussi, je crois. Je sais pas si elle veut plus parler ou si elle peut plus parler, mais en tout cas elle parle plus. Et tout le film, on pourrait croire que ça pourrait être sa reconstruction, sa rééducation pour reprendre la danse, mais au final, pas vraiment, parce qu'à la fin, elle reprend un petit peu la danse, mais pas vraiment, tu vois, c'est un peu compliqué d'expliquer sans spoiler, mais ouais, non, au final, tout le film, j'ai trouvé pas très intéressant, assez ennuyeux, j'ai pas trouvé le parcours du personnage intéressant, et j'ai trouvé le film assez bof, quoi. Ah oui, et pour rajouter, je trouve que j'étais vraiment aussi déçu par le film, tout simplement parce que, ils ont mis tout le film dans la bande-annonce. D'habitude, ce genre de choses, ça arrive que aux comédies françaises, mais apparemment, maintenant, ça arrive aussi au drame, parce que, l'entièreté du film est dans la bande-annonce, hein, mais vraiment, genre, dans l'ordre chronologique, hein, le début, le milieu, et même la fin de la bande-annonce, c'est la fin du film. Donc vraiment, comme j'avais voulu aller voir le film parce que j'avais vu la bande-annonce, en fait j'avais déjà vu le film en regardant la bande-annonce, quoi. C'est vraiment genre, le film, c'est juste la version longue de la bande-annonce. Plutôt c'est la bande-annonce qui est la version courte du film, et du coup, ouais, j'avais déjà vu tout le film, donc c'est vraiment dommage, quoi. Et c'est idiot pour ceux qui ont fait la bande-annonce, parce que du coup, ils nous montrent tout le film dans la bande-annonce, du coup, quand on va voir le film au cinéma, on n'a plus rien. C'est nul. Je verrai toujours Vos Visages, un drame français c'est sorti en mars, je crois, en mars, voilà, au tout début de l'année dernière, et qui était très bien, voilà, qui marchait très bien dans son drame, dans son histoire et tout. Genre, je pensais que j'allais me faire chier parce que c'est juste des dialogues et tout dans une pièce pendant 2 heures, mais au final non, l'émotion marche vraiment bien dans le film, les personnages sont cool, et ouais, je dirais que ça marchait vraiment bien. Ensuite, Bonne Conduite, c'est radicalement différent, c'est une comédie noire française déjantée sur une femme qui tue des gens qui conduisent mal, justement, donc c'est marrant avec le titre du film. Et j'ai trouvé le film vraiment très cool, hein, voilà, c'est vraiment une comédie, l'humour marche bien, c'est très décalé, ça marche très bien, c'est fun, coloré, et la musique du film est super cool. Il y a plein de thèmes, de leitmotiv et de thèmes musicaux qui reviennent dans le film et qui sont vraiment très cool, que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, alors là, on enchaîne que les films français, là, pendant un moment, parce que là, on va parler de Apache, et le nouveau film de Romain Quiraud, donc c'est celui qui avait réalisé il y a 3 ans Le Dernier Voyage, dont j'avais parlé aussi dans ma vidéo de récapitulation. Donc Le Dernier Voyage, c'était un film de science-fiction, donc assez rare dans le film français, donc ça interroge. Et là, Apache, c'est un film d'action d'époque, donc dans le vieux Paris, un film de gang, tu vois, et qui était vraiment plutôt cool, hein, voilà, c'est une histoire de vengeance. Je trouve la mise en scène un petit peu militer dans certains plans, dans certains décors, tu vois, genre par exemple quand le personnage Billy, elle arrive dans le bar où sont les Apaches, le film filme jamais le bar en entier, tu vois, genre c'est toujours en longue focale, très flou, tu vois, genre on voit jamais la grandeur du bar et tout, voilà, c'est juste quelques plans comme ça que je trouve assez, un petit peu limité, mais sinon après, tout le reste de la mise en scène dans le film, ça marche très bien, et je trouve le film très sympa. Après, on a l'un des plus gros projets français de l'année dernière, donc à savoir la nouvelle adaptation des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, qui a été fait en diptyque, en 2 films, donc avec les Trois Mousquetaires partie 1 d'Artagnan, qui est sorti en avril,
et Les Trois Mousquetaires partie de Milady qui est sorti en décembre, donc il y a quelques semaines, hein, je l'ai vu il y a 3 semaines, et je vais parler des 2 films maintenant, comme ça c'est fait, et parce que j'ai un peu le même avis sur ces 2 films, hein, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan et Milady. Je les trouve très sympas, ça marche très bien en termes de reconstitution, d'action, les personnages aussi ils sont plutôt bien choisis, et j'ai trouvé que globalement ça marche très bien, voilà. J'ai un peu le même avis sur les 2 films, parce que pour moi les 2 films sont similaires, voilà, ils sont de même facture, de qualité égale. C'est normal puisque les 2 films ont été tournés en même temps, hein. C'est pour ça ils ont eu un gros budget de 60 millions, 62 millions pour 2 films, donc ils ont tourné les 2 films en même temps. Donc c'est normal s'ils sont pareils, hein, et encore heureux. Et ouais, les 2 films sont assez similaires en termes de qualité, et je les trouve aussi très sympas. Mais aussi en termes de défauts, parce que je trouve aussi dans la mise en scène du film un peu limitée là aussi. Toutes les scènes d'action et de combat à l'épée sont très souvent filmées en plan séquence et à la caméra épaule, pas à la steadicam, hein, ça aurait été plus simple puisqu'on aurait vu ce qui se passe, parce que là la caméra épaule c'est vraiment ça tremble dans tous les sens, ça bouge dans tous les sens, et c'est un peu compliqué du coup à voir les combats, tout simplement à suivre ce qui se passe. Mais après j'ai revu les films plusieurs fois, hein, les 2, je les ai revus 2 fois, et après au final quand je les ai revus, les combats en caméra épaule, au final on s'y habitue. Voilà, la première fois c'est un peu désarçonnant et c'est un peu gênant, mais quand j'ai revu les films, les combats en caméra épaule, en plan séquence, je m'y suis habitué, donc je trouve que ça passe mieux. Même si au final je trouve que c'est un peu limité en termes de mise en scène, mais au final je trouvais que les 2 films passaient très bien et c'était plutôt cool. Ensuite, ça va être marrant, attendez. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, hein, voilà, celui-là aussi on l'a déjà en DVD, parce que bon, c'est aussi un film qui date, hein, qui est sorti il y a 8 mois aussi, en avril je crois, donc ouais, forcément il est déjà disponible en DVD, et ouais, le film, il était super cool, l'humour marche très bien, l'action marche très bien, l'environnement aussi, cet univers de fantasy, il est vraiment très cool en termes de créatures, de magie, de lieux aussi, de décors, hein, c'est très diversifié, c'est très varié, et je trouvais que ça marchait très bien. C'est juste dommage que le film se soit un petit peu planté en termes de box-office, parce que pour le coup j'aurais bien aimé en voir une suite, hein, parce que c'était vraiment très cool, et j'aurais bien aimé en voir une suite, parce que ouais non, le film était... j'en attendais pas grand chose, mais ouais non, le film était vraiment très sympa, et ça m'a beaucoup surpris à certains moments, notamment en termes de scénario ou d'action, et ouais non, c'était vraiment très sympa. Et en parlant de très sympa, ça y est, je crois que elle est là, je crois que j'ai complètement craqué sur l'actrice dans le film qui joue la faune là, qui s'appelle Sophia Lillis, l'actrice, et ça y est, je crois que j'ai complètement craqué pour elle. Voilà, désolé, hein, mais vous savez, c'est l'actrice qui plus jeune jouait dans les films sa partie 1 et partie 2, elle jouait Beverly jeune, et déjà à l'époque elle était excellente comme actrice, hein, mais comme aussi tous les jeunes acteurs de ça, ils étaient vraiment tous très bons. Mais là, du coup, là, elle a grandi, donc du coup, maintenant, elle se met à avoir plusieurs rôles, hein. Elle joue aussi dans un autre film, elle joue cette année. Mais là, dans Donjons et Dragons, elle avait un super costume, et je la trouve incroyable dedans. Et ouais, non, je crois que je suis... Là, j'ai complètement craqué pour l'actrice, c'est devenu ma favorite maintenant. Voilà. Après Misanthrope, un thriller d'action, enfin pas d'action, plutôt tout simplement un thriller, un film policier justement, qui sortait un peu de nulle part et qui était vraiment très cool, hein, que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, The Boy is Afraid, le nouveau film de Ari Aster, hein, qui 4 ans après Midsommar, Midsommar c'était en 2019, voilà, donc ça fait 4 ans qu'il n'avait pas fait de film, et donc là, Boy is Afraid c'est son nouveau film, mais qui n'est pas un film d'horreur, c'est ça un petit peu le truc, hein, c'est pourtant Ari Aster, il nous avait beaucoup habitué à ça avec Midsommar et surtout Hérédité qui m'ont beaucoup marqué moi à l'époque et qui ont marqué beaucoup de gens justement pour leur côté horrifique, hein, parce que c'est des films d'horreur. Sauf que là, Boy is Afraid, c'est très différent, parce que il y a un côté horreur dans le film, mais le film a beaucoup plus d'émotion, tu vois. Genre, déjà le film dure 3 heures et il est divisé en 4 parties de 40 minutes à peu près chacune, et après à la fin t'as un gros épilogue de 20 minutes. Et chaque partie de 40 minutes a une situation, un ton différent. Donc le premier, ça va être un côté plus tendu, tension, très inquiétant. Le deuxième, où il va être enfermé dans une maison, ça va être plus
thriller là aussi. Le troisième où il est dans une forêt, ça va être plus onirique, apaisé. Et la dernière partie où il arrive chez sa mère, là aussi ça va être un côté, il va y avoir un côté plus thriller et horrifique. Et il y a plusieurs trucs comme ça dans le film, tu vois, ce qui fait que le film on peut pas vraiment le ranger dans une case puisqu'il y a plusieurs genres comme ça, plusieurs tons, plusieurs styles qui se côtoient. Il y a des moments qui sont horrifiques, des moments qui sont tendus, et des moments aussi qui sont drôles. Dans le film, ça quand même c'est le truc auquel je m'attendais pas, surtout venant de la part d'un film de Ari Aster, mais ouais, comme justement c'est beau justement qu'il y a un mec qui a peur de tout et qui d'habitude sort jamais de chez lui et qu'il est en voyage tout le temps, bah là, il se retrouve dans beaucoup de situations très particulières, notamment toute la partie où il est piégé chez des gens qui en principe veulent l'aider, et il y a beaucoup de situations comiques comme ça dans le film où vraiment tu rigoles. Et vraiment, moi et dans ma salle de cinéma, on rigolait, tu vois, parce qu'il y a vraiment plusieurs séquences qui sont vraiment drôles. Et il y a plusieurs séquences qui sont dérangeantes, étranges, et il y a plusieurs séquences aussi qui sont juste terrifiantes, horrifiques. Tu vois, et du coup, ça fait un film très particulier, mais que j'ai quand même plutôt bien apprécié, tu vois, j'ai beaucoup apprécié ma séance et l'expérience. Et pour un film de 3 heures, honnêtement, je sens pas vraiment le temps passer, hein, parce que chaque partie justement de 40 minutes est très bien rythmée et marche très bien. Et j'entends aussi à chaque fois qu'une partie se finit, c'est Beau qui se prend un gros coup sur la tête et qui tombe dans les pommes. Et après, à partir de ce moment-là, t'as un gros écran noir. Et après, hop, le film s'arrête et on reprend pour recommencer une autre partie. Et chaque partie, justement, le film à 4 différentes parties. Chaque partie se termine comme ça, donc du coup, ça permet de bien séparer chaque partie et de bien segmenter chaque partie en termes de montage et de rythme. Et ça fait que on reste vraiment à l'intérieur du film pendant 3 heures, malgré le fait que ça dure très longtemps. Faut quand même dire que la fin, elle est quand même très... elle est quand même bien zarbe, surtout que tout le film est un peu bizarre, étrange, mais genre, pour créer un côté un peu décalé, un peu comique, tu vois, ou au contraire, créer un côté un peu horrifique, et ça marche. Mais à la fin, il y a un côté très décalé qui se passe, mais c'est pas comique, c'est pas effrayant, c'est juste what the fuck, tu vois. C'est parce qu'il faut quand même parler de la fin. Si vous avez pas vu le film, je vous spoilerai pas, mais tout à la fin, il y a la fameuse scène où Beau monte dans le grenier de la maison de sa mère, et où il y découvre quelque chose, et si vous n'avez pas vu le film, je vous dirai pas ce que c'est, mais quand tu vois ce film, quand t'es dans la salle de cinéma et que tu vois ça, tu fais waouh, ah ouais, non mais quand tu vois ça, l'effort mental, non mais l'effort cérébral, quand tu vois ça, tu dois mobiliser 100% de la matière grise de ton cerveau pour arriver à accepter ce que tu vois, tellement c'est ouf, tu vois, enfin ouf, tellement c'est juste chelou, quoi, ce que tu vois, tellement c'est bizarre. C'est vraiment, tu vois ce truc et tu fais... C'est vraiment, quoi, faut vraiment faire un saut de la foi mental depuis l'espace pour arriver juste à enregistrer ce que tu viens de voir et accepter que ça vient d'arriver. C'est vraiment délirant à la fin, tu vois, genre, mais... Et honnêtement, quand j'ai vu ça, limite, pendant un moment, je me disais, waouh, où est-ce qu'on va avec ça, tu vois, et au final, je sais pas où on va, mais... Ouais, non, c'est vraiment quelque chose à la fin, mais au final, malgré la fin, j'aime quand même tout ce qu'il y a au début du film, donc voilà, c'est vraiment juste la fin où je m'interroge, où vraiment je suis perplexe, et juste, je me dis, mais... What the fuck. Voilà, mais après, d'un autre côté, c'est peut-être aussi c'est peut-être aussi du bon qu'un film arrive à provoquer ça chez les spectateurs, peut-être, hein, je sais pas. Ensuite, notre tout petit mariage, une comédie française, hein, qui est qu'on pourrait appeler Projet X3, ou Babysitting 1, le premier 2, parce que c'est vraiment un peu ça, tu vois, ou tout simplement Projet X2, tu vois, parce que Babysitting avait commencé la production de leur film en même temps que Projet X, donc c'est pas Projet X2, et Babysitting de toute façon c'est pas la même chose que Projet X, mais ouais, notre tout petit mariage, c'est un film comme ça, tu vois, genre c'est un film fun footage, un peu comme Projet X justement, sauf que là c'est sur le thème du mariage, tu vois, voilà, on peut dire que c'est un peu le côté franco-français, mais s'ils auraient fait une soirée pour ados, ça aurait fait trop comme Projet X, et là pour le coup, le fait que ce soit un mariage, au moins ça fait quelque chose d'un peu différent, et ouais, non, le film était assez amusant, très drôle, et très sympa. Après Mad God,
Un film très attendu parce que c'est réalisé par un mec qui s'appelle Phil Tippett, qui est très connu et très doué dans le domaine de l'animation en stop motion, parce que image par image. Et donc là, c'est un film entièrement en stop motion qu'il a fait, qui apparemment traîne et réalise depuis 30 ans. Et donc là, il est enfin sorti. Et... bah c'est bien fait, mais... je veux plus jamais voir ça de ma vie. Voilà, non mais vraiment, hein, je crois que j'ai vu des interviews ou des articles où le réalisateur, justement, Phil Tippett, disait que, en gros, il n'avait pas construit son film pour avoir une histoire, mais il avait construit son film pour être une expérience, et il voulait laisser le choix aux spectateurs d'interpréter ce qu'ils veulent et de voir le film comme ils veulent. Je crois que j'avais vu ça sur lui. Et bah, quand j'ai vu Mad God, la seule chose que j'en ressors, c'est de l'incompréhension, de l'étonnement, mais pas dans le bon sens du terme, et de l'ennui. Voilà. Ensuite, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, donc c'est l'un des 3 films Marvel sortis l'année dernière, et c'est le seul dont j'ai pas parlé sur ma chaîne. Et ouais, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, je l'ai trouvé très sympathique, hein, ça marchait très bien. Même si après, je trouve que j'ai quand même quelques problèmes avec le film. Déjà, je trouve en termes de rythme et de montage, je trouve que le film est... assez foiré par instant, et ça marche pas très bien en termes de montage, et du coup le rythme aussi est un peu foiré. Et je trouve aussi le film mal structuré en termes d'histoire, notamment parce que tout le film justement c'est Rocket qui est blessé, et les gardiens vont partir chercher un moyen de le sauver, et en même temps, donc il y a cette partie là du film où les gardiens vont essayer de le sauver, et en même temps on te montre des flashbacks quand Rocket était petit, et quand il se faisait exploiter par le maître de l'évolution, sauf que je trouve que en termes de montage, ça marche pas du tout, parce que quand les flashbacks de Rocket arrivent, si on te les insère dans le montage comme ça, avec un flash blanc, tu vois, comme ça. Et on te les insère vraiment comme ça, sans transition, à la truelle dans le montage, et je trouve que ça marche pas du tout, parce que déjà parce que ça fait vraiment forcer dans l'histoire et dans le montage, les flashbacks, et aussi parce que les deux films les deux séquences, le flashback et le présent, ont un ton très différent, tu vois, genre le passé de Rocket, il est très triste, très dramatique, alors que le présent avec les gardiens, il est beaucoup plus drôle et beaucoup plus bourré d'action, tu vois. Donc du coup, les deux séquences ont un ton et un style très différents, et du coup, vu qu'on passe de l'un à l'autre, je trouve que ça fait vraiment pas bon dans le rythme du film, quoi. Enfin, ça fait pas bon dans le montage, tu vois, genre c'est comme si on faisait chaud-froid d'un mot comédie-drame, comme ça en une seconde dans le film, et je trouve que ça marche pas du tout, tu vois. Alors, du coup, ça crée des gros clashs de ton, tu vois, parce qu'un coup, genre, t'es dans une scène ultra dramatique avec Rocket, et à l'instant d'après, t'es dans une scène avec les gardiens où t'as des blagues et de l'humour sur ah, dis donc, Drax, t'allonges pas sur le canapé, ça se fait pas, tu vois. Et un coup, t'as l'inverse, tu vois, genre, t'as les gardiens qui font des blagues et tout dans une scène d'action, et puis juste après, t'as hop, un cut, et on passe à une scène ultra dramatique avec Rocket, et du coup, les deux tons clashent violemment entre les deux, et je trouve que c'est pas homogène en fait, ça se parait pas bien, ça marche pas, et du coup t'as des gros clashs de tons durant la première partie du film, et j'ai trouvé que ça pour le coup c'était assez compliqué. Et après je trouve aussi le film est pas très bien structuré quand même, parce que le film a un premier acte et un deuxième acte, sauf que le troisième acte en fait il est collé au deuxième acte en fait, tout le deuxième acte tout se déroule sur contre-terre, et le troisième acte se déroule sur le vaisseau du maître de l'évolution qui s'envole. Sauf qu'en fait, ces deux actes, en fait, ils se déroulent au même moment, tu vois, genre c'est limite, t'as l'impression qu'en fait, dans le film, t'as que 2 actes, tu vois. T'as un premier acte chez Osgocorp, qui est ultra cool et très bien designé d'ailleurs, mais t'as juste un deuxième gros acte, justement, parce qu'en fait, le deuxième acte et le troisième acte sont tellement collés, en fait, que t'as limite l'impression que c'est la même scène, quoi. Et donc, du coup, ça veut dire que pendant 40-50 minutes, t'as que de l'action non-stop, et perso, je trouve que j'aime pas trop ça, et je trouve que c'est pas très bon, parce que ce qui se passe dans le film, l'action du film ne s'y prête pas, tu vois, genre je trouve que ça marche pas, tu vois, genre c'est comme si, tu vois, t'allais au restaurant, et on te servait un plat, enfin non, une entrée, et qu'après on te servait le plat et le dessert en même temps, tu vois, genre sans transition. Et là c'est pareil, t'as un premier acte, et après t'as un deuxième acte qui se confond avec le troisième acte, et tu vois, donc du coup, du coup, t'as que de l'action pendant 40 minutes non-stop, et du coup, en termes de rythme et tout, de montage, je trouve que c'est un peu bof. Même, alors, juste, t'as une scène aussi où dans le film, t'as un plan séquence, justement, qui est très cool, qui marche très bien.
Mais justement, ce plan séquence, justement, il marche parce que juste avant, on t'a fait un ralenti pour te changer la couleur de la scène et pour te recontextualiser le truc, tu vois, donc pour t'amener à ce plan séquence. Mais une fois que le plan séquence, bah, il est fini, bah, il se termine sur un plan, et après ça cut sur un autre plan qui est exactement similaire, mais qui est dans un tout autre ton et dans un tout autre rythme, et donc du coup, t'as limite l'impression que c'est un jump cut, tu vois, genre... Et juste ça, juste ce truc de montage, j'ai trouvé un peu bizarre et j'ai trouvé un peu mal fait, tu vois. Et pareil aussi en termes de musique, justement, les Gardiens de la Galaxie, c'est toujours des films aussi qui mettaient plein de musique des années 70, 80, 90 pour booster le film. Et là, je trouve que vu que le film est assez mal structuré et mal rythmé, et vu que dans le deuxième et troisième acte se confondent en même temps, du coup, comme c'est juste une seule grosse scène d'action à la fin, du coup, quand t'as des chansons ou des musiques qui arrivent, je trouve qu'elles font malvenues, tu vois, genre c'est... Comme t'as que de l'action non-stop tout le temps, t'as l'impression que c'est juste une seule séquence, donc quand t'as plusieurs chansons qui arrivent, ça marche pas, tu vois, parce que d'habitude, dans les deux premiers films, t'avais une chanson, une séquence, sauf que là, t'as plusieurs chansons dans une seule séquence, et je trouve que ça marche pas, tu vois, genre, je me souviens, quand j'avais vu les... Gardiens de la Galaxie 2, je me souviens, j'avais dit que j'avais été très déçu du 2 par rapport au 1 parce que j'avais adoré le 1. Enfin, je détestais pas le 2, mais j'avais été déçu par rapport au 1. Sauf que maintenant que j'ai vu le 3, le 2 est remonté dans mon estime. Hein. Mais oui, mais c'est le 2, il était largement mieux fait. C'est le 2 chef-d'œuvre par rapport au 3, hein, mais vraiment, tu vois. Et même aussi, typiquement, justement, je parlais des problèmes de montage, mais même aussi, tu vois, genre en termes d'émotion, tu vois, genre l'émotion marche pas bien justement à cause des problèmes de rythme et de montage, mais aussi, genre à la fin, t'as toute une scène où t'as Kraglin qui voit Yondu, tu vois, dans un moment un peu beau, poétique, sauf que même cette scène, tu vois, genre, je trouve que ça marche pas, tu vois, parce que le film, tu vois, il va tellement vite, il y a tellement que de l'action tout le temps, tu vois, et le film se pose très peu à la fin, du coup, quand t'as cette scène où Kraglin voit Yondu, ça dure 2 secondes, c'est juste Yondu qui lui fait un sourire et c'est tout, tu vois, genre c'est... On prend pas le temps d'apprécier la beauté ou l'émotion du moment, tu vois, non, c'est juste hop Yondu, puis hop, on passe à la suite et c'est... On n'appréciait pas trop l'émotion de la scène et j'ai trouvé ça assez dommage. D'ailleurs, j'ai trouvé ça bizarre aussi, l'évolution de Kraglin, parce que quand même, le mec, Kraglin, c'était un figurant dans les Gardiens de la Galaxie volume 1, dans le 2, il avait 5 minutes de dialogue, mais là, dans le troisième film, Kraglin, on te le met sur les affiches, genre, comme si c'était un membre des Gardiens, tu vois, alors c'était un personnage entièrement secondaire des autres films, j'ai pas compris son glow-up tout d'un coup, comme ça, dans la saga, mais bon, bref. Mais malgré tout ça, hein, malgré tous ces problèmes, globalement, j'ai quand même bien apprécié les Gardiens de la Galaxie volume 3, ça restait quand même très sympathique. Ensuite, La Gravité, un film de science-fiction français, en apparence, donc je suis allé le voir pour ça. Sauf que je suis un peu partagé autour de ce film parce que le film se vend comme un film de science-fiction avec un alignement planétaire qui va provoquer une grosse catastrophe. Et au final, ce film, quand je l'ai vu, il y a 95% d'histoire de banlieue, non, 97% d'histoire de banlieue et 3% de science-fiction. Et j'ai vu beaucoup de critiques d'articles dire « Oh waouh, c'est incroyable et tout, La Gravité, c'est un faux film de science-fiction français et tout, tu vois. » Et tu te dis « Bah ouais, c'est un faux film de science-fiction, tu vois. Et ce serait bien que pour une fois en France, on arrive à faire un vrai film de science-fiction, ce serait pas mal. » Voilà. Et sinon, t'as aussi quand même un truc à la fin en termes de science-fiction qui marche bien. Je vais pas vous le dire parce que moi j'ai été surpris, donc c'est pour vous regarder la surprise, mais à la fin t'as un mec, il fait quand même un gros truc de science-fiction auquel on s'attend pas, et j'ai trouvé ça très cool. Voilà. Pour le coup, ce petit truc à la fin, ça marchait bien, j'ai trouvé ça très cool. Donc malgré tout, malgré le fait que ce soit pas un film de science-fiction, j'ai bien aimé la mise en scène et bien aimé l'histoire du film, tu vois, genre c'était prenant et moi je suis rentré dedans, même si c'était pas un film de science-fiction. Voilà, donc c'est pas un film de science-fiction, donc sur ce côté-là, le film est un peu mensonger. Mais malgré tout, j'ai quand même bien apprécié le film et j'ai bien aimé ma séance, tu vois, voilà, malgré tout. Ensuite, Sakra, la légende des demi-dieux, et c'est un film d'action chinois, réalisé par Donnie Yen, très connu acteur chinois qui joue aussi dans John Wick 4. Et donc c'est un film qui m'intéressait beaucoup justement pour son potentiel d'action et de mise en scène, parce que c'est des mecs justement qui font des combats d'arts martiaux, mais avec des pouvoirs magiques, tu vois, élémentaires. Et le film était très bien pour ça, justement, l'action et les pouvoirs magiques et tout, les effets spéciaux marchaient très bien. Mais après, en termes
narration, d'histoire et de personnages, là pour le coup ça pêche. Tu vois, genre c'est... Ouais, je trouve, déjà rien que le début du film où on t'introduit la naissance et la jeunesse du héros, Sakra, ça se fait en 30 secondes avec un montage épileptique qui passe super vite. Donc c'est un peu problématique. Et après sinon, ouais, tout le film, je trouve, il y a un petit peu un problème de narration et de montage. Même à la fin aussi, on te fait une petite scène post-générique, mais qui dure 10 minutes pour te teaser une suite, je crois. Donc voilà, je trouve que j'ai un petit peu un problème avec la narration du film, mais après, dans l'ensemble, globalement, ça marchait bien, et l'action, au moins, et la reconstitution des corps, costumes marchait très bien, et c'est très divertissant, donc ça, au moins, ça passait bien. Ensuite, L'amour et les forêts, j'allais dire un drame, mais c'est plutôt un thriller, je crois. En français, c'est typiquement un thriller, voilà, puisque c'est une femme qui est victime d'un mari possessif toxique, et le film était très bien, ça, voilà, j'ai bien aimé. Ensuite, Transformers Rise of the Beast. Il a failli se retrouver dans le top des pires films, mais je l'ai pas mis parce que ça restait quand même sympathique et bien fait, mais là honnêtement tous les haters de Michael Bay doivent être en sueur, parce que bah, tout le monde a dit que les films de Michael Bay, Transformers, que moi j'adore, étaient nuls pendant des années, et là du coup bah, on te fait un film sans Michael Bay, et bah, c'est toujours aussi bof, et ça marche encore moins que tous les films qu'ils ont fait avant, tu vois, parce qu'en soi, le film, il est pas mauvais, il est bien fait, les effets spéciaux marchent bien, mais je trouve qu'il est juste plat, tu vois, genre c'est, en termes d'action, de mise en scène, c'est plat, tu vois, genre le Transformers qui s'appelle Mirage, tu vois, genre qui peut faire des hologrammes, ça sera juste une fois au tout début du film et après oublié, et ouais non, sinon le film est juste assez bof, et pas mal fait, mais juste pas terrible, quoi, et pas très intéressant. Et ouais, non, ça m'a vraiment pas intéressé, tu vois, et c'est aussi très marrant, tu vois, parce que, et très hypocrite aussi, puisque bah, tout le monde a pas arrêté de dire pendant longtemps que les Transformers de Michael Bay étaient nuls, et servaient à rien. Pourtant, bah, ce film-là, Transformers, bah, il répète exactement le même schéma narratif que tous les films Transformers de Michael Bay, à savoir des personnages humains qui trouvent un artefact Transformers et vont se faire suivre par les Decepticons, et après à la fin ils vont se rejoindre pour un gros combat final. Combat final qui est d'ailleurs exactement la même chose que The Last Night, hein, c'est la même chose, c'est le même terrain, c'est le même décor. Donc on critique les films de Michael Bay, mais au final ils refont exactement la même chose que lui, la même structure, mais en moins bien. Et d'ailleurs, il y a aussi une critique depuis très longtemps des films Transformers, comme quoi les gens disent qu'ils sont nuls parce que bah, on se focalise pas assez sur les Transformers et on se focalise trop sur les êtres humains. Bah là, dans ce film-là, c'est exactement pareil, hein, on se focalise trop sur des êtres humains bof, et à la fin, t'as un Transformers qui meurt, et t'as son armure qui recouvre un être humain. Et t'as du coup un humain qui se bat avec une armure de Transformers. Donc dans la bataille finale, t'as littéralement un humain qui devient un Transformers, à la place d'un Transformers mort. Donc du coup, tous ceux qui disaient que les films de Michael Bay étaient nuls parce qu'on se concentrait trop sur les humains et pas assez sur les Transformers, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'ils vont penser de ça, maintenant, et ouais, c'est vraiment quand tu vois ce film, c'est voir ce film Rise of the Beast, ça m'a donné envie de revoir ceux de Michael Bay, et j'ai revu ceux de Michael Bay, et tu vois la différence de ouf, tu vois, genre, tu vois quand même qu'il manque, même si les gens n'aiment pas ces films, tu vois quand même que dans Transformers, il manque Michael Bay, et il manque sa mise en scène, il manque sa démesure, et il manque aussi son excentricité aussi, tu vois, genre dans les blagues, dans l'humour, dans les scènes d'action démesurées, tu vois, genre... Mais c'est ça aussi qui faisait le charme des Transformers, c'est pour ça qu'ils étaient cool. Et il manque vraiment ça dans ce Rise of the Beast, donc bah, honnêtement, c'était vraiment pas terrible, et les suivants, bah, je pense que j'irai pas les voir. Après... Évidemment, le phénomène de l'année, Barbenheimer.